On entend souvent que l'IA est une sorte de boîte noire. On a des systèmes incroyablement puissants, c'est vrai, mais ce qui se passe à l'intérieur, ça reste un mystère. Alors la question c'est, comment peut-on leur faire confiance pour des tâches vraiment critiques? C'est exactement le point de bascule. La course à la puissance brute, au modèle toujours plus grand, elle commence à céder la place à autre chose. À une quête de fiabilité, c'est ça? Oui, de fiabilité, de transparence, de confiance. La performance pure ne suffit plus. C'est parfait parce qu'aujourd'hui, on se plonge dans des recherches vraiment fascinantes présentées à la conférence allemande sur l'IA, KI 2025. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse la simple performance. On va voir comment l'IA peut accélérer la science, mais aussi quels défis ça pose. On parlera d'équité, de transparence, et on finira avec une idée assez vertigineuse, une IA dont le seul travail serait d'en tester une autre. On passe de la question « que peut faire l'IA » à « comment l'IA le fait-elle » et « est-ce qu'on peut vraiment compter sur elle ?» C'est là que ça devient passionnant. Absolument. Alors, commençons par un problème que beaucoup de gens connaissent, même en dehors de la recherche, la surcharge d'informations. Ah oui, le fameux déluge informationnel. Dans le monde de la science, c'est un véritable tsunami. Le volume de publications a juste explosé. Pour un chercheur, rester à jour, c'est devenu un travail à plein temps. Un travail de titan. Et c'est justement le point de départ de l'étude de Brink-Kovanu et de ses collègues. Ils s'attaquent à ce qu'on appelle les revues systématiques de la littérature, les RSL. C'est-à-dire? Pour faire simple, c'est un processus très rigoureux, où on doit trouver, filtrer et synthétiser des milliers d'articles pour faire le point sur un sujet. Et traditionnellement, c'est un travail manuel extrêmement long, qui peut prendre des mois. Voire des années. D'accord, et j'imagine que leur idée, c'est de faire une partie de ce boulot colossal par une IA. L'idée est plus subtile. Ce n'est pas un remplacement, c'est une collaboration. Ils proposent un cadre où l'humain et l'IA travaillent ensemble. L'IA devient un chercheur augmenté. Il garde la méthode classique en 5 phases, définir, chercher, sélectionner, analyser, présenter, mais à chaque étape, l'IA est là comme un assistant surpuissant. D'accord, mais concrètement, ça se passe comment? Le chercheur appuie sur un bouton et attend le rapport final? Pas du tout, et c'est ça qui est clé. L'humain reste le pilote. C'est lui qui fixe le cap. L'IA, elle, c'est l'équipage. Elle va scanner les bases de données à une vitesse folle, faire un premier tri, donner un score de confiance aux articles. Elle va même aider à identifier les concepts clés. L'étude utilise une image que je trouve très juste. L'IA est un sparring partner efficace. Un sparring partner, j'aime beaucoup l'image. Ça aide à affiner sa pensée en quelque sorte. Mais est-ce que ça tient la route en pratique? Et comment? C'est là que ça devient bluffant. Ils ont pris une revue systématique qui avait été faite entièrement par des humains et ils l'ont refaite avec leur méthode. Et alors? Les résultats sont spectaculaires. Non seulement c'était beaucoup plus rapide, mais le plus fou, c'est le coût. L'ensemble du processus a coûté moins d'$1 en utilisant GPT-4 Mini. Moins d'$1, c'est incroyable. Et un peu vertigineux aussi. Si n'importe qui peut faire ça aussi vite et pour si peu cher, la question de la confiance devient encore plus cruciale, non? Vous mettez le doigt dessus. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'IA n'a pas seulement été plus vite, elle a apporté une perspective différente. C'est-à-dire? Par exemple, là où les humains avaient créé 2 catégories bien distinctes, disons l'engagement utilisateur et l'expérience de l'interface, eh bien l'IA, elle, a proposé de les fusionner. Elle a créé une seule catégorie plus large, conception centrée sur l'utilisateur. Ah, donc ce n'est pas juste une suggestion différente, c'est une remise en question de la façon dont les experts eux-mêmes organisent leur domaine. Exactement. Ce n'est plus un simple assistant. L'IA devient une sorte de superviseur conceptuel. Elle peut voir des liens, une big picture, que nous, avec nos biais cognitifs, on a tendance à séparer. C'est un vrai changement de paradigme. D'accord. On a donc une IA qui nous aide à mieux travailler, mais ça nous ramène à la question de la confiance, mais sous un autre angle. Si des IA ou des humains assistés par des IA collaborent, comment on s'assure que la répartition des gains est juste? C'est la transition parfaite vers la deuxième étude, celle de Filter et ses collègues. Ils s'attaquent à un vrai casse-tête de notre époque, le partage équitable de biens numériques. Dans un projet où on partage des données et des modèles, tout peut être copié à l'infini, sans coût. Les théories économiques classiques ne marchent plus. C'est le cœur du problème. La tentation est grande de devenir un passager clandestin, de prendre sans rien donner. Pour contrer ce risque de parasitisme, ce qu'ils appellent le free riding, ils ont introduit un nouveau principe, un axiome, la réciprocité équilibrée. Qu'est-ce que c'est? L'idée est d'une simplicité désarmante.
Le bénéfice qu'un participant, disons Alice, tire de la contribution de Bob doit être exactement égal au bénéfice que Bob tire de la contribution d'Alice. Une symétrie parfaite. Personne ne peut profiter de l'autre. Ça semble être du pur bon sens. Pourquoi est-ce que c'est une avancée? Parce qu'ils ont prouvé mathématiquement que cette idée toute simple est incompatible avec certaines de nos méthodes les plus célèbres pour mesurer l'équité, notamment la fameuse valeur de Shapley. C'est un peu l'étalon or en IA pour attribuer le mérite dans un jeu coopératif. Attendez. Vous voulez dire que notre meilleur outil pour la justice en IA pourrait être fondamentalement inadapté à ce nouveau monde de collaboration numérique? C'est la conclusion choc de leur papier. Pour garantir une vraie réciprocité, il faut inventer de tout nouveaux mécanismes. On est en train de réécrire les règles du jeu. D'accord. Donc on a une piste pour rendre les résultats de l'IA plus justes. Mais la justice, c'est aussi une question de compréhension. Si une IA prend une décision qui m'impacte, je veux savoir pourquoi. Comment on fait pour qu'elle nous parle? C'est le grand domaine de l'explicabilité. Et l'étude de Keïda Chova et son équipe est passionnante là-dessus. Ils partent d'un constat simple. Pour un humain, la question la plus naturelle, ce n'est pas « pourquoi est-ce une théière ?», c'est plutôt « pourquoi est-ce une théière et pas un vase ?» On raisonne par contraste. Ouais, c'est vrai, on cherche les différences. Leur approche, c'est donc de forcer le système à générer ces explications contrastives. Pour distinguer la théière du vase, l'IA ne va pas juste analyser l'image. Elle va isoler des concepts qu'on peut comprendre. Elle va dire « c'est une théière et pas un vase à cause de la présence d'un bec verseur et d'une anse ». L'explication devient un argumentaire. C'est beaucoup plus clair. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert en forçant l'IA à raisonner comme ça? Deux choses fondamentales. La première, la qualité de l'explication dépend de la pertinence des concepts que le modèle a appris. Si les concepts sont bons, l'explication est courte, claire. Une quinzaine de concepts suffisent. Mais si les concepts sont flous, l'explication devient un monologue confus de plus de 100 concepts. Moins les indices sont bons, plus il faut en accumuler pour se décider. Ça semble logique. Et la deuxième découverte? C'est là que ça devient vraiment étrange. Ils ont testé la robustesse de ces explications. Quand ils font pivoter l'image de 180 degrés, un changement visuel énorme, eh bien l'explication reste remarquablement stable. Le modèle reconnaît toujours le bec verseur, même la tête en bas. Ah, mais attendez. Ça semble être un signe de grande intelligence, non? Si elle reconnaît le concept malgré une transformation aussi radicale. On pourrait le croire. Mais... Et c'est un mais de taille. Quand ils ajoutent juste un tout petit peu de bruit visuel à l'image, comme de la neige sur une vieille télé, l'explication devient complètement chaotique. Elle s'allonge, les concepts deviennent flous, le modèle semble perdre sa concentration. Je suis un peu perdue. Ça semble totalement contradictoire. Une rotation de 180 degrés? Pas de problème. Un peu de neige, et c'est la panique. C'est toute la fragilité de ces systèmes. Ils peuvent avoir une robustesse surhumaine face à certaines perturbations et s'effondrer face à d'autres, même minimes. On se dirige vers une IA avec laquelle on peut dialoguer, oui, mais sa capacité à raisonner de manière stable dans le monde réel, qui est plein d'imperfections, elle est encore loin d'être acquise. Alors, après avoir vu les efforts pour rendre l'IA plus juste en laboratoire, voyons comment ça se passe sur le terrain, face à des défis très concrets. On va parler de biodiversité et de contrôle qualité dans des domaines où l'erreur n'est pas vraiment une option. On commence avec l'étude de CAF et ses collègues, en bioacoustique. Le défi est immense. Pour suivre la faune, on pose des micros dans la nature qui enregistrent en continu. Ça génère des quantités astronomiques de données audio. Des pétaoctets, j'imagine. Exactement. Et le problème, c'est qu'on n'a quasiment aucune donnée à noter par des experts pour entraîner une IA. Le cas classique du peu de données, gros problème. Comment est-ce qu'ils sont pris? Ils ont testé une technique qui s'appelle le transfert de connaissances par tâche intermédiaire. Le nom est un peu barbare, mais l'idée est très simple. C'est un peu comme un échauffement ciblé pour l'IA. Expliquez-nous ça. Imaginez, votre but est d'apprendre à une IA à reconnaître des champs de grenouilles au Pérou. C'est votre cible. Mais l'IA, au départ, elle a été entraînée sur des millions d'images de chats et de chiens. Rien à voir. L'idée, c'est de lui faire faire une étape de transition. Avant de lui apprendre les grenouilles, on va d'abord l'entraîner sur un domaine plus proche, par exemple une immense base de données de chants d'oiseaux. On la préchauffe sur un sujet pertinent. D'accord. Et ça fonctionne? Ce préchauffage la rend meilleure pour la tâche finale? Oui, mais avec une nuance absolument cruciale. Et c'est ça leur grande découverte. Cette astuce ne marche que si le point de départ de l'IA est très, très éloigné de la cible. Ah bon? Oui.
Et le plus paradoxal, c'est que s'il prenait un modèle qui était déjà un expert dans un domaine similaire, comme le modèle BirdNet, qui est pré-entraîné sur les oiseaux, eh bien cette étape intermédiaire devenait inutile, voire contre-productive. Donc, si l'IA est déjà trop spécialisée, essayer de l'échauffer sur un sujet voisin la rend moins performante. C'est complètement contre-intuitif. C'est une belle leçon d'humilité. Il ne suffit pas d'appliquer une technique à la mode, il faut comprendre en profondeur quand et pourquoi elle est pertinente. Parfois, moins d'entraînement, c'est mieux. C'est une leçon précieuse. Et une fois qu'on a notre IA, comment s'assurer qu'elle est vraiment fiable pour le travail qu'on lui demande? C'est le cœur du projet Deep Bench de Coudenbrooks et son équipe. Leur constat est simple. Un modèle d'IA excellent sur Internet peut être catastrophique pour détecter des défauts sur une chaîne de production ou une anomalie sur une image médicale. Les benchmarks généralistes ne disent rien de sa fiabilité dans un contexte spécialisé. Il faut des tests sur mesure. Précisément. Et leur solution est particulièrement maligne. Deep Bench, c'est un système qui utilise une première IA pour créer des tests de résistance sur mesure pour une autre IA. Attendez, une IA qui en teste une autre. N'est-ce pas un peu le loup qui garde la bergerie? Comment être sûr que l'IA testeuse n'a pas ses propres biais? C'est une excellente question et c'est un domaine de recherche très actif. Mais ici, l'idée est d'utiliser les forces de chaque type d'IA. On donne au grand modèle de langage une description textuelle, par exemple, imagerie médicale pour la détection de tumeurs. Et à partir de ça, le LLM va intelligemment générer des altérations d'image qui simulent les problèmes typiques de ce domaine, des artefacts, un faible contraste, des flous, il crée des défis réalistes. Donc, si je comprends bien, au lieu d'utiliser le même crash test standard pour toutes les voitures, ils ont une IA qui invente des crash tests sur mesure. Pour une Formule 1, elle simule une sortie de piste à 300 km/h et pour un 4x4, un passage de rivière, c'est ça? C'est une analogie parfaite. Et les résultats sont très révélateurs. Ils ont testé plusieurs modèles connus, comme Clip. Il s'est avéré le plus robuste, globalement. Mais même lui a montré de vraies faiblesses dans certains domaines. Ils ont aussi prouvé que l'architecture du modèle compte énormément. Les modèles plus grands, avec une meilleure résolution, sont bien plus fiables sous ce genre de stress. C'est donc un contrôle qualité devenu essentiel avant de déployer une IA dans des secteurs à haut risque. On ne peut plus se fier à son score sur un test généraliste. En résumé, ce qu'on voit à travers cette conférence KI 2025, c'est que la recherche en IA est vraiment en pleine maturation. L'objectif, ce n'est plus seulement de battre des records de performance, c'est de construire des systèmes plus utiles, plus transparents et surtout... C'est tout à fait ça. On assiste à la construction des fondations. Ce sont les travaux indispensables pour intégrer l'IA de manière responsable dans nos vies, que ce soit pour la science, l'industrie ou la protection de l'environnement. La performance seule ne suffit plus. La confiance et la robustesse sont devenus les maîtres mots. Et ça m'amène à une dernière pensée. On vient de voir cet exemple d'une IA utilisée pour tester la fiabilité d'une autre. Alors que ces systèmes deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus boîte noire, même pour leurs créateurs, on peut se poser la question. Le rôle le plus important des futurs IA ne sera-t-il pas de devenir les ultimes contrôleurs qualité et interprètes de leurs propres pairs, agissant comme une interface de confiance pour que les humains ne soient pas complètement dépassés? C'est une question à méditer.